Dans une séquence vidéo précédente, nous avons vu comment les structures de contrôle, c'est-à-dire les instructions C++ qui permettent aux données d'influencer, de choisir, de répéter les traitements effectués, comment ces structures de contrôle, justement, utilisaient des blocs. Ces blocs vont avoir un impact sur l'utilisation des variables. C'est ce que l'on appelle la portée des variables et que nous allons étudier donc dans cette séquence-ci. En C++, les instructions peuvent donc être regroupées dans des blocs, et ceci indépendamment de toute structure de contrôle. Il suffit pour cela d'avoir une accolade ouvrante et une accolade fermante qui entourent une séquence d'instructions. Par exemple, je peux donc ici commencer un bloc, déclarer une variable de type entier qui s'appelle i, déclarer une variable de type double qui s'appelle x, afficher un message pour pouvoir saisir la réponse de l'utilisateur, pour saisir les valeurs de i et de x, et puis ensuite donc afficher ce qui a été saisi sur le terminal, et tout ceci donc dans un bloc qui est terminé ici par une accolade fermante. Les blocs en C++ ont vraiment une très grande autonomie. Ils peuvent ainsi déclarer leur propre variable locale, comme on l'a vu précédemment, ou même dans un bloc ici associé à une instruction if, on peut tout à fait déclarer une variable ici j qui va être utilisée dans le bloc en question. Et cette variable est locale en ce sens que une fois qu'on a terminé le bloc, on ne peut plus utiliser j à partir du moment où on a quitté le bloc dans lequel elle avait été définie. Une variable comme ceci qui est définie dans un bloc, c'est ce qu'on appelle une variable locale. Donc la variable j précédemment est une variable locale au bloc ici, contrôlée par l'instruction if. Les variables qui sont déclarées hors de tout bloc, même y compris hors du main, on a le droit de déclarer des variables comme ça hors de tout bloc, hors du main, c'est ce qu'on appelle des variables globales. Et je ne vous donnerai pas d'exemple de variables globales parce que la règle d'or, c'est de ne jamais déclarer de variables globales, ne jamais utiliser de variables globales. Pourquoi? Parce qu'une variable globale, justement, est accessible à l'ensemble du programme, ce qui fait que n'importe quelle instruction, n'importe où dans le programme, peut, par exemple, modifier cette variable, et donc il devient extrêmement difficile dans le programme de suivre la valeur de cette variable. C'est pour cela qu'il ne faut absolument jamais utiliser de variable globale. D'ailleurs, on vous conseille aussi de déclarer les variables au plus près de leur utilisation, c'est-à-dire déclarer, mettre la ligne de déclaration le plus proche possible de la ligne où on va la première fois utiliser la variable. Par exemple, dans l'exemple du if précédent, nous avions ici une variable j que l'on utilisait dans le bloc d'instructions contrôlé par le if, et nous l'avons donc déclarée ici dans le bloc correspondant. Si on n'utilisait pas j dans la partie ici correspondante, on n'aurait même plus déplacé la ligne encore plus près ici, plus près de son utilisation. En tout cas, comme j ici n'est utilisé que dans le bloc, on suppose qu'on n'utilise pas j dans le reste du programme, là en bas, alors une instruction comme ceci qui déclarerait la variable hors du bloc ne suit pas la recommandation de déclarer au plus près de l'utilisation de la variable, et on la mettra donc au plus près de la première instruction qui utilisera le j, étant entendu ici que donc j n'est utilisé que dans ce bloc et n'est plus utilisé par la suite. Cette notion d'endroit où l'on utilise la variable, d'endroit où l'on peut utiliser la variable, a un nom, et c'est ce que l'on appelle la notion de portée. La portée d'une variable, c'est l'ensemble des lignes de code où la variable est accessible, où l'on peut l'utiliser. Prenons un exemple. Nous avons ici deux instructions if, imbriquées l'une dans l'autre, chacune ayant donc son propre bloc. Le bloc ici de la première instruction if, et puis le bloc de la seconde instruction if qui arrive ici. Et nous avons donc la déclaration d'une variable j, ici, qui est déclarée dans le bloc de la première instruction if, que l'on va pouvoir utiliser dans l'ensemble du bloc ici, où elle a été déclarée. Donc on va pouvoir utiliser j à cet endroit-là, on peut l'utiliser encore ici, on pourrait encore l'utiliser tout à fait dans ce bloc-là, mais une fois qu'on a quitté le bloc en question, on ne peut plus ici utiliser j. De la même façon, on va déclarer une variable ici k au plus près de son utilisation, qui va être dans son bloc ici, et là, on peut utiliser dans ce bloc la variable k, et on ne pourra plus l'utiliser après. On va dire que la portée de k,
c'est le bloc ici dans lequel elle est définie, et que la portée de J, c'est le bloc ici dans lequel elle a été définie. En C++, on va pouvoir avoir des variables de même nom, mais de portée différente. Il va donc falloir fixer des règles pour pouvoir savoir de quelle variable on parle. C'est ce que l'on appelle les règles de résolution de portée. La règle de résolution de portée en C++ est très simple, c'est qu'on résout à la portée la plus proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. On a deux blocs, ici un bloc contrôlé par une première instruction if de plus haut niveau, dans laquelle on déclare une variable j, que je vais appeler j premier ou j rouge, ici. Et puis on a un deuxième bloc ici, contrôlé par exemple par une deuxième instruction if, ici, dans lequel on déclare aussi une variable j de même nom. En soi, ce n'est pas une très bonne idée et je vous déconseille de faire ce genre de choses dans vos programmes. Mais on l'a fait ici pour illustrer le propos. On a donc déclaré ici une deuxième variable j, appelons-la j2 ou j bleu. La portée de ce j est donc l'ensemble des lignes de code où elle est définie, déclarée, utilisable. C'est le bloc donc dans lequel elle a été déclarée. La portée du j de plus haut niveau, c'est l'ensemble des lignes de code où il est utilisable et c'est donc le bloc complet, ici de plus haut niveau. On a donc ici, dans le bloc le plus profond, dans le bloc bleu, un nom J qui est utilisé, mais de façon ambiguë. Est-ce qu'il réfère au J de plus haut niveau ou est-ce qu'il réfère au J ici du bloc de deuxième niveau? En C++, les règles de résolution de portée fait qu'on résout à la portée la plus proche, et donc le J ici réfère le J correspondant au bloc de plus proche, au bloc dans lequel il a été défini. J qui serait déclaré plus haut ici est parfaitement utilisable, mais il est caché dans ce bloc. On ne peut pas en parler dans le bloc ici. Il ne réapparaîtra qu'à la fin du bloc qui a déclaré un J bleu ici qui masque le J rouge. Ceci donc pour illustrer les règles de résolution de portée en C++. Mais peut-être ce qu'il faut avant tout retenir de cette explication, c'est qu'il ne faut jamais utiliser plusieurs fois le même nom de variable. Évitez toute ambiguïté. J'ai l'habitude de dire qu'on n'écrit pas des programmes pour les machines, sinon on continuerait à écrire en assembleur comme au tout début, mais on écrit dans des langages évolués avant tout pour les humains, pour écrire des programmes qui sont compréhensibles, maintenables, que l'on peut corriger, transmettre vers des humains. Et donc, dans cet esprit-là, évitez toute ambiguïté dans vos programmes. Essayez d'être au maximum le plus clair possible et donc ne nommez pas des choses différentes avec le même nom. Un cas particulier de portée qu'il faut connaître, c'est la portée des variables qui sont déclarées dans une boucle itérative, dans un for. Ici, dans la boucle for, nous avons déclaré une variable i. La portée de ce i va donc être le bloc contrôlé par l'instruction for, ainsi bien sûr que la partie condition et la partie incrémentation du for, mais la portée de ce i n'ira pas plus loin donc que ce for. À partir de cet endroit-là, on ne peut plus utiliser cette variable i. Cette variable i est locale à la boucle for. Terminons donc maintenant par un exemple à ne pas suivre si vous suivez le conseil de ne pas nommer avec le même nom deux choses qui sont différentes, mais juste pour voir si vous avez bien compris les règles de résolution de portée. Donc ici, on a un programme complet. Dans le main, on déclare ici une variable i de type entier que l'on initialise à la valeur 120. Et puis, on a ensuite donc une boucle for ici qui va itérer pour un i qui va de 0 jusqu'à 5. Et on affiche donc la valeur de i dans la boucle. On affiche la valeur de i ici à la fin du programme. La question, c'est qu'affiche ce programme? Déroulons donc le programme pas à pas. Tout d'abord, nous déclarons ici donc une variable que l'on appelle i et que l'on initialise à la valeur 120. Ensuite, nous entrons dans la boucle qui déclare ici une autre variable i qu'on initialise à la valeur 0. On teste la condition. Est-ce que i est inférieur à 5? De quel i s'agit-il ici? Il s'agit bien du i de la boucle, c'est-à-dire de ce i ici. Donc, cette valeur 0 est bien inférieure à 5. Donc, effectivement, on rentre dans la boucle et on affiche ici la valeur de i. Quel i? Une fois de plus, le i ici, résolution à la portée la plus proche, c'est le i de la boucle, c'est-à-dire ce i ici.
Et donc, la ligne en question va nous afficher ici la valeur 0. Puis, on arrive donc à l'exécution de l'incrément. À nouveau, ici, de quel i s'agit-il? Il s'agit résolution de la portée la plus proche du i de la boucle, de nouveau. Et donc, c'est ce i ici qui va passer à 1, à la valeur 1, par le i++ qui est là. Ensuite, donc, on reteste la condition. Donc, on arrive ici pour retester la condition. Est-ce que ce i est inférieur à 5? Oui. Donc, on refait l'affichage et on affiche donc la valeur, cette fois-ci toujours du i de la boucle, mais qui vaut maintenant donc la valeur 1. Puis, on incrémente toujours ce même i qui va donc passer à la valeur 2, ce qui fait que la condition qu'on va tester va toujours être vraie, et donc on va ici de nouveau afficher cette valeur 2, et ainsi de suite, donc 2, 3, 4. Qu'est-ce qui se passe quand maintenant ce i vaut 4? Quand ce i vaut 4, on arrive à l'instruction d'incrémentation ici, qui le fait passer à 5. Donc on arrive à 5, on teste la condition. La condition cette fois-ci est fausse, puisque i ici n'est pas strictement inférieur à 5, 5 n'est pas strictement inférieur à 5. La condition étant fausse, on termine la boucle et on arrive donc ici à la fin de la boucle. Ensuite, donc, on exécute l'instruction qui suit la boucle et on va afficher un i. La question, c'est quel est ce i? En fonction des règles de résolution de portée, ce i, c'est le i principal, le i du niveau dans lequel on est ici, puisque je vous rappelle que le i de la boucle, ici, a une portée qui est réduite à la boucle. Ce i ici a une portée qui est réduite à la boucle. Il n'existe plus à partir d'ici. Et donc, le i dont on parle ici, dans le bloc main, c'est bien le i de départ. Ce qui fait que, donc, le dernier affichage va être 120.